Bonjour, bonsoir, bienvenue au 5e grand rendez-vous économique annuel 2022. Comme vous savez, chaque année, nous avons au début d'année toute une série d'émissions, en général dominées par l'économie et la finance, mais depuis quelque temps déjà, on parle également de politique, car on sait bien que la politique influence considérablement l'économie. Et pour le faire, on va directement du côté des États-Unis avec le professeur Robert Fatton, qui est du département politique de l'Université Virginia, que l'on reçoit assez souvent quand même au niveau de Radio Télé Métropole, un ancien, je pourrais dire, reporter sportif de Radio Métropole qui est avec nous. Robert Fatton, bonne année 2022. Bonne année, c'est un plaisir d'être avec Radio Métropole. Merci bien, on sait bien que Haïti a quand même été dans l'actualité aux États-Unis pour plusieurs raisons en 2021. En général, on pourrait dire que Haïti se concentre du côté du quartier de Foggy Bottom, au State Department, le département d'État. Mais on pourrait dire qu'Haïti se retrouve actuellement des deux côtés et de l'avenue, qu'on appelle Pennsylvania Avenue, à savoir la Maison-Blanche et du côté du Congrès américain. Et on pourrait même ajouter, puisqu'on parlait, Haïti avait même invité un ministre des Affaires étrangères, avait invité les États-Unis à nous donner un coup de main en Haïti sur l'affaire de la sécurité. Donc, on est allé du côté du Pentagone. Donc, voilà Haïti à travers Washington, D.C., que tu connais bien. Donc, parlez-nous un peu de cette situation que vous avez vécue comme un observateur d'Haïti du côté des États-Unis. Bon, c'est une situation qui est un peu bizarre dans la mesure où on ne voit pas une véritable politique étrangère des États-Unis vis-à-vis Haïti. Il y a un problème avec une certaine confusion au point de vue d'élaborer cette politique. On entend beaucoup de choses, mais il n'y a pas de véritablement, c'est pas très clair. On parle d'un accord qui serait largement large. Mais de notre côté, il y a un certain appui au gouvernement qui existe maintenant. Il y a des voix qui sont contradictoires. On a pu le voir avec Daniel Foote, qui a véritablement donné une leçon, si vous voulez, à l'administration Biden à propos de sa politique vis-à-vis d'Haïti. C'était une politique qui était assez compliquée avec les immigrants, et Daniel Foote était véritablement, on ne peut pas dire autre chose, enragé par les mesures prises par l'administration Biden. Et la même chose également vis-à-vis du gouvernement actuel en Haïti. Donc nous avons une aile, si vous voulez, du State Department qui est plus ou moins contre la politique actuelle des États-Unis. D'un autre côté, il y a un certain réalisme. Les États-Unis ont peur d'une véritable crise aiguë en Haïti, bien plus compliquée que celle que nous avons à l'heure actuelle, une crise qui serait une crise qui déclencherait des violences à l'intérieur du pays, et ils ne veulent pas ça parce qu'ils ne veulent pas, bien sûr, des Haïtiens qui deviennent des boat people ou des Haïtiens qui viennent du côté du Mexique pour rentrer aux États-Unis. Donc, nous avons une politique qui se dit très amicale vis-à-vis Haïti au point de vue de la rhétorique, mais en fait, on ne voit pas de grands changements au point de vue de la politique américaine que celle que nous avions avec M. Trump. M. Trump était bien sûr quelqu'un qui parlait très fort et d'une manière parfois très raciste, mais du point de vue du côté de Biden, nous voyons que la politique migratoire est plus ou moins la même. Nous voyons également qu'il y a des hésitations à propos de la situation en Haïti, et M. Biden a beaucoup de complications à l'intérieur du pays, et par conséquent, il veut véritablement ne pas avoir à se mêler à la politique haïtienne pour qu'il y ait un débordement. Il a d'autres chats à fouetter, pour le dire d'une manière tout à fait franche. Il a des problèmes avec la Russie, il a des problèmes avec la Chine, et il a bien sûr des problèmes de politique intérieure. Donc Haïti, si Haïti peut rester calme, si vous voulez, c'est la meilleure chose pour M. Biden, et je ne crois pas qu'il envisage d'envoyer des troupes en Haïti. Je pense que quand il est parti de l'Afghanistan, il déclarait quelque chose de très important, que les conflits qui mènent à la construction
construction soi-disant d'État et de démocratie sont des conflits qui sont très compliqués et qui ne pourraient peut-être pas favoriser la politique stratégique des États-Unis. Donc, c'est une politique étrangère qui est tout à fait, c'est pas seulement pour Haïti, mais pour d'autres zones, n'a pas encore été finalement élaborée. On ne sait pas exactement où on va avec la politique de M. Biden. On a pu le voir, par exemple, avec sa conférence de presse d'il y a 2 jours, où il déclare des choses qui sont un peu bizarres. Il dit, par exemple, que si la Russie a une petite incursion en Ukraine, eh bien, ce ne serait pas très grave. Et immédiatement après avoir déclaré ça, nous avons tous les chefs, si vous voulez, de la politique américaine disant c'est pas ce qu'il a voulu dire. Et donc, il y a confusion. Et je ne pense pas que nous allons élaborer de sitôt une politique qui soit très claire. Il y a beaucoup de problèmes à élaborer cette politique. Et il y a, bien sûr, l'histoire des États-Unis comme superpuissance, mais une superpuissance qui est peut-être en déclin et qui a des problèmes avec la Chine et avec la Russie, et comment négocier ces grands échiquiers, c'est la grande complication pour monsieur Biden et pour les conflits régionaux. Les États-Unis, je pense, veulent avoir une certaine implication d'autres pays. On peut le voir, par exemple, aujourd'hui, au Canada, à Ottawa, nous avons une conférence sur Haïti. Je crois que les États-Unis essaient de déléguer un peu leur pouvoir. Bien sûr, ils prendront la décision ultime, mais pour les problèmes régionaux, ils sont beaucoup plus dégagés de la situation qu'ils ne le furent peut-être 20-30 ans avant. Comme un expert en sciences politiques et un observateur avisé d'Haïti, je pourrais dire de Carter et jusqu'à Biden, en passant par Reagan, les Bush, les Trump et bien sûr Clinton. Donc vous estimez que vous n'arrivez pas à maîtriser la politique de l'administration Biden aujourd'hui envers Haïti, c'est ça votre conclusion? Oui, c'est une politique très compliquée. Il y a beaucoup de voix qui sont contradictoires à l'intérieur même de l'appareil politique. Donc, on ne sait pas véritablement où ça va. Vous avez des éditoriaux qui disent qu'il faut envoyer des troupes, d'autres qui disent non, il faut avoir une solution haïtienne. Mais même une solution haïtienne, on peut bien le constater, c'est une solution qui finalement passe par des accords avec Washington ou Ottawa ou Paris. Donc, ce sont des accords très compliqués et surtout que la situation en Haïti elle-même est très compliquée avec différents groupes, différents partis, différentes têtes politiques qui ont des projets tout à fait différents, même au point de vue de l'histoire immédiate. Comment résoudre, par exemple, l'absence de pouvoir légitime? C'est pas clair. Certains parlent d'élections immédiates, d'autres parlent d'un conseil présidentiel avec un premier ministre, et dans 2 ans, nous aurons des élections, une nouvelle constitution. Donc, il y a un flou, si vous voulez. Et dans ce flou, les Américains ne veulent pas véritablement s'impliquer d'une manière sécuritaire. Ce qu'ils pourraient faire, c'est peut-être envoyer un peu de support logistique à la police, mais au point de vue véritablement d'une intervention musclée, je ne vois pas ça à ce moment-là. Peut-être qu'il y aurait une négociation avec les Nations Unies ou bien avec l'organisation des États américains, mais les Américains agissant tout seuls au point de vue sécuritaire, je ne vois pas ça. Ils ont bien sûr la voie prioritaire du point de vue diplomatique. Ils devront approuver tout cela, mais l'implication directe, immédiate et musclée, je ne la vois pas à l'heure actuelle. Vous avez cité des éditoriaux pour beaucoup d'Haïtiens qui ne comprennent pas l'importance des médias et même la différence entre un éditorial et un article. L'éditorial est un élément important et c'est une opinion très forte donnée par des acteurs comme le New York Times, comme Washington Post, Miami Herald. Tous ces grands journaux américains ont cité Haïti, ont fait des éditoriaux sur Haïti. Pourquoi ça n'influence pas les autorités du côté de Washington?
Parce que même ces éditoriaux sont contradictoires. Nous avons lu, par exemple, dans le Miami Herald, des éditoriaux qui disaient qu'il fallait simplement rentrer en Haïti et mettre de l'ordre. Nous avons, et même au Miami Herald, des éditoriaux qui disent non, il faut laisser les Haïtiens faire leur politique et avoir une solution haïtienne. Même chose du côté du New York Times, du Washington Post. Nous avons également des éditoriaux qui ont été bien sûr très pro Daniel Foote, qui voulait d'une certaine manière une politique qui abandonnerait le gouvernement actuel et mettrait le poids des États-Unis pour une solution des organisations civiles et civiques. Mais ça, c'est une voix, je crois, qui est minoritaire à l'heure actuelle. Le principal objectif, je crois, de la politique américaine à l'heure actuelle, c'est de calmer la situation en Haïti, de ne pas parler trop d'Haïti et de mettre Haïti, d'une certaine mesure, à l'écart. Ça, c'est pas clair que ce sera possible parce qu'on ne sait pas ce qui finalement va arriver dans le pays, dans la mesure où on sait que l'échéance du 7 février arrive et le 7 février pourrait être une date qui pourrait créer encore beaucoup plus de problèmes en Haïti. À ce moment-là, les États-Unis devraient décider quoi faire. Mais c'est une politique qui est compliquée d'un autre côté parce que beaucoup d'Haïtiens et beaucoup de groupes politiques en Haïti veulent leur indépendance. Mais dans la réalité de la situation haïtienne, avoir une indépendance, c'est très compliqué parce que nous avons les puissances étrangères qui sont là et c'est difficile de voir comment cette indépendance pourrait être créée vu la faiblesse de l'appareil politique en Haïti, vu la faiblesse de notre économie, et vu également parce que la plupart des groupes politiques appellent les puissances étrangères pour apporter leur soutien à leur propre cause. Donc c'est une politique, même en Haïti, qui est très contradictoire, et cela génère d'une manière ou d'une autre encore plus de confusion. Beaucoup d'Haïtiens avaient pensé que les Américains allaient réagir à cette affaire des religieux kidnappés pendant plusieurs jours, pour ne pas dire de mois. Et on pensait qu'il allait avoir cette intervention en force. Et bon, tu as vécu de là où tu étais pour ce qui s'est passé exactement. Comment peut-on interpréter la force américaine par rapport à ces religieux qui étaient kidnappés pendant si longtemps? Ouais, c'est une autre démonstration que les États-Unis ne veulent véritablement pas avoir une intervention musclée. Finalement, il y a eu des négociations et on peut deviner, bien sûr, qu'il y a eu un paiement aux gangs en Haïti. On ne sait pas exactement, bien sûr, les modalités de ces transactions, mais c'est clair que les États-Unis ont préféré une négociation et même un échange financier afin de résoudre le problème de ces kidnappés américains et afin d'empêcher une intervention américaine. Mais si vous suivez la presse américaine, les premiers jours, on ne faisait que de parler de ces kidnappés. Et puis finalement, ça a plus ou moins disparu. Et puis ça a réapparu quand on a libéré premièrement 2 ou 3 de ces kidnappés. Et finalement, quand tout le monde a été libéré, il y a eu quelques articles, mais ça n'a pas fait le tollé qu'on aurait pu penser. Je me rappelle par exemple, ça fait bien longtemps bien sûr, quand il y a eu des kidnappés en Iran, chaque soir, il y avait à la télévision américaine un programme sur les kidnappés américains en Iran, sur la question des kidnappés en Haïti. Ça a fait quelques éditoriaux, mais ça n'a pas été au centre, si vous voulez, du débat politique américain. C'est une autre démonstration que, dans une certaine mesure, la presse a été très favorable à M. Biden. Ça commence à changer, mais la presse a été très favorable et je pense qu'ils ont voulu, d'une manière ou d'une autre, supporter M. Biden et ne pas compliquer sa tâche en Haïti. Quand je dis que la presse commence à changer, c'est que les éditoriaux commencent à s'inquiéter du programme de M. Biden et
des programmes qui finalement n'arrivent pas à devenir des programmes véritables, vu l'opposition au Congrès et au Sénat. Et bien sûr, il y a la question de la compétence, si vous voulez, de l'administration Biden à propos de beaucoup de choses. Et les derniers sondages montrent bien que si M. Biden avait été très populaire quand il avait été élu, cette popularité a franchement disparu. Maintenant, Haïti n'est pas simplement du côté de Washington, dans la capitale, mais également dans le sud, Texas. Ça a fait du bruit également, puisqu'il y avait pas seulement des Haïtiens, mais beaucoup d'Haïtiens quand même qui ont franchi ce pont et tout ce qu'il y avait dans l'eau et l'image des États-Unis au niveau mondial, c'était pas intéressant. Voilà encore un autre sujet qui a dominé, et je pourrais dire, l'actualité aux États-Unis durant l'année 2021. Oui, ça c'était encore quelque chose qui est devenu une situation très difficile pour M. Biden. On peut se rappeler que M. Biden avait critiqué pendant la campagne électorale M. Trump. Il l'accusait d'être un raciste et que quand il serait élu, eh bien, les frontières seraient plus ou moins ouvertes. Et dès qu'il a été élu, ce discours a changé d'une manière drastique. On peut se rappeler du voyage de Mme Kamala Harris, la vice-présidente, quand elle a été au Guatemala et quand elle a déclaré très clairement, elle dit « do not come ». Ça veut dire « ne venez pas ». Mais malgré tout, je crois que la population pensait, quand je parle des immigrés, je pensais que, vu sa campagne électorale, que finalement, il allait laisser passer les Haïtiens, pas seulement les Haïtiens, mais les gens du Guatemala, du Mexique, du Honduras, etc. Et on a vu qu'il a dit non. Et il a déporté pas mal d'Haïtiens vers Haïti. Et cela a créé un tollé. Et cela a également, d'une certaine manière, commencé à diminuer la popularité de M. Biden avec la population noire américaine et bien sûr avec les Haïtiens américains. Parce qu'on pensait que la politique étrangère de M. Biden vis-à-vis des migrations aurait été tout à fait différente. Et elle n'est pas tellement différente. Donc, on parle également d'une situation qui est plus ou moins en continuité avec celle de M. Trump. Ce n'est pas une rupture. On peut se rappeler également que M. Biden n'a jamais été, avant son élection, quelqu'un qui supportait une politique de migration ouverte. On peut se rappeler également que dans les années 90, pendant la crise de la Yougoslavie, il avait déclaré d'une manière très claire et nette qu'Haïti pourrait disparaître et que cela ne ferait pas grand-chose à la stratégie de la politique américaine. Donc nous avons, si vous voulez, un passé de M. Biden qui pourrait indiquer que la politique qu'il a tenue comme président n'est pas tellement étonnante finalement. Voilà, vous suivez le 5e grand rendez-vous annuel économique. Nous sommes dans la partie politique. On avait reçu la dernière fois Franz Duval. Aujourd'hui, nous avons avec nous Robert Fatton du côté des États-Unis. Et on aura une dernière émission également du côté de Santo Domingo. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Je rappelle que vous suivez les grands rendez-vous économiques et annuels, comme produit par Radio Métropole et le groupe Croissance. Et nous sommes à la partie politique de cette émission. Le 1er janvier, déjà, on recevait le ministre des Finances. Le 2 janvier, le gouverneur de la Banque centrale. On a eu ensuite Pierre-Marie Boisson comme économiste représentant le secteur des affaires. Et bien sûr, Franz Duval du journal Le Nouvelliste. Et nous sommes du côté de Washington avec Robert Fatton. Robert Fatton, nous avons analysé durant la première partie tout ce qui s'est passé du côté des États-Unis concernant Haïti. Maintenant, Daniel Foot, vous l'avez cité au départ, comment ne pas le faire, car il a été peut-être en 2021 et une wild card, je pourrais dire, dans l'économie et dans la politique haïtienne. Comment ce choix a été fait? Parce que c'est une décision extrêmement importante et M. Foot est devenu une véritable épine dans le pied, je pourrais dire, dans le foot, je pourrais dire, de Biden. Comment ce choix a été fait? Est-ce que Biden va regretter l'administration et d'avoir une telle personnalité qui n'a pas cessé de critiquer la politique américaine du côté d'Haïti?
Oui, c'est un problème pour M. Biden et ça montre également qu'il y a une certaine incompétence au niveau du State Department, puisque dans la mesure où vous choisissez un représentant des États-Unis qui va négocier avec un pays, il faut bien sûr penser que ce représentant aurait les mêmes vues que celle de l'administration américaine. Et comme on le voit, ce n'était pas le cas. Pas du tout, parce qu'il il est parti, il a fermé la porte avec fracas, il a déclaré que la politique de M. Biden était en fait plus ou moins claire, une politique qui était raciste de son point de vue, et une politique qui appuyait un régime qui n'était pas légitime. Et en plus de ça, il ne s'arrête pas, il est sur son Twitter, il donne des interviews, et toutes ces démonstrations publiques vont contre la politique de M. Biden vis-à-vis d'Haïti. Il n'y avait pas de véritablement d'accord entre l'ambassade américaine et M. Foote. Il n'y avait pas d'accord, bien sûr, entre M. Foote et le State Department. Donc, ça a été une nomination qui a été des plus bizarres, parce qu'on pourrait penser que le département d'État, en fait, aurait choisi quelqu'un qui serait en harmonie avec la politique du State Department et la politique de l'ambassade américaine. C'est encore une démonstration, je pense, de la confusion que nous avons à Washington à l'heure actuelle pour développer une politique étrangère. C'est quelque chose qui est un peu partout, c'est pas seulement en Haïti, mais M. Foote a véritablement été le symptôme le plus clair et net qu'il y a quelque chose qu'il faut changer au State Department si on veut avoir une politique qui soit une politique qu'on puisse comprendre et qu'on puisse avoir des idées claires où les États-Unis veulent aller. En fait, les positions presque quotidiennes prises par M. Foote sur Twitter ne vont certainement pas aider, je pourrais dire, la communauté haïtienne par rapport aux démocrates qui avaient donné leur support à Biden. Et est-ce que ça ne pose pas des problèmes pour les candidats démocrates, à savoir Foote parlant régulièrement de la mauvaise position de l'administration Biden par rapport à Haïti? C'est possible, mais de notre côté, quand on voit l'alternative, on n'est pas très sûr que les Haïtiens américains vont aller du côté des républicains. Ça m'étonnerait. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'il y ait une certaine abstention, un certain désenchantement avec la politique intérieure américaine et que les Haïtiens décident, bon, si on vote pour les démocrates qui promettent toutes sortes d'histoires et puis quand ils arrivent au pouvoir, ils ne font pas véritablement ce qu'on attendait d'eux. Donc, dans cette perspective, il y a peut-être un désenchantement. Et on peut le voir avec les sondages également. Mais d'ici à dire que ça va véritablement changer les données du point de vue d'un grand changement du vote des Haïtiens américains vers les républicains, ça, je ne pense pas que ça va arriver. C'est la même chose avec les Noirs américains. Ils sont plus ou moins, qu'on le veuille ou non, prisonniers du système politique américain, et vu que les démocrates sont un peu plus de leur côté, ils seront toujours avec les démocrates. Ça m'étonnerait que ça changerait, parce que si on voit les républicains à l'heure actuelle, on peut s'attendre à quelqu'un comme Trump ou bien quelqu'un qui épouserait les données de M. Trump, et cela n'irait pas véritablement avec les vues des Haïtiens américains et des Noirs américains. Mais chaque vote, comme vous avez si bien dit, du côté des Noirs et des Haïtiano-américains, ça peut compter car ça joue sur le fil, je pourrais dire, comme on l'a vu lors des dernières élections. La base politique de M. Biden, c'est une base qui est véritablement ancrée avec le vote des Afro-Américains. Mais s'il y a des enchantements,
on pourrait avoir un certain nombre d'abstentions et dans certains États, cela pourrait bien sûr donner la victoire aux républicains. Mais on voit mal un changement de vote du Parti démocrate au Parti républicain. Ce que nous avons vu pendant les dernières 40-50 ans, c'est véritablement un vote africain-américain qui va en masse vers les démocrates. Ce qui peut changer de notre côté, c'est le vote hispanique qui devient de plus en plus républicain et qui pourrait, dans les années à venir, devenir un vote bien plus équilibré que ce que nous avions vu dans le passé. Il y a une analyse présidentielle, mais on pourrait voir également au niveau du Congrès, et il va y avoir des élections de midterms. Je suis sûr qu'un Gregory Meeks du côté de Queens, ou encore les démocrates en Floride, où les Haïtiens sont assez importants. Donc, comment pourrait-on analyser le spectrum politique au niveau démocrate par rapport aux Haïtiens? Bon, à New York et en Floride, les districts qui sont plus ou moins ancrés dans la population afro-américaine sont des districts qui ne vont pas changer. Bien qu'on parle, par exemple, en Floride et dans d'autres États dominés par des gouverneurs républicains, de changer ces districts afin d'avoir un vote qui ne soit pas tellement concentré dans les zones ethniques. Donc cela pourrait bien sûr déranger les démocrates, mais en Floride et surtout à New York, je ne vois pas de grands changements. Ce qu'il y aura probablement pendant les midterms, c'est une véritable défaite des démocrates. Ils devraient, si les sondages se maintiennent, ils devraient perdre leur majorité au Sénat et au Congrès. Et pas seulement perdre, mais perdre un grand nombre de sièges, surtout au Congrès. C'est peut-être une hécatombe qui pourrait arriver si la popularité de M. Biden continue à baisser. On peut se rappeler qu'immédiatement après son élection, il plafonnait presque à 60% des voix positives. Maintenant, il est descendu à 40% des voix positives et il y a une certaine crainte chez les démocrates que la population américaine voit l'administration de M. Biden comme une administration, malgré qu'elle contrôle, les démocrates contrôlent le Congrès et le Sénat. Donc, s'ils perdent le contrôle du Sénat et le contrôle du Congrès, les projets de M. Biden tombent à l'eau et ce sera probablement un grand problème pour les démocrates pour les élections de 2024. Maintenant, les Haïtiens qui vivent dans la diaspora, vous venez de poser un problème assez important, à savoir cette affaire de redistricting. Comment ils devraient comprendre et comment ils devraient agir, comment ils devraient se positionner sur ce mécanisme que les républicains utilisent après la perte des élections, comme vous savez, présidentielles. Et ils ont, jusqu'à présent, certains d'entre eux croient qu'il y a eu fraude en quelque sorte. C'est quoi ce redistricting? Le redistricting, c'est la manière dont on distribue la population dans les districts. Après les années 60, on a voulu aux États-Unis mettre fin au racisme électoral, si vous voulez. Donc, il y avait des protections pour des districts où il y aurait une majorité noire ou une majorité hispanique. Dans beaucoup d'États maintenant, les républicains qui contrôlent ces États, et il faut avoir le contrôle de l'État, non seulement le gouverneur, mais également l'Assemblée législative, c'est-à-dire le Congrès des États et le Sénat de ces États. Dans beaucoup de ces États, ce sont les républicains qui contrôlent. Donc, ils peuvent changer, si vous voulez, les districts. Il y a certaines dispositions qui ne permettent pas un redistricting qui soit complètement fou. On peut faire appel à la justice américaine, mais il y a un mouvement clair et net chez les républicains de véritablement attaquer ce concept de district ethnique, surtout pour diminuer, si vous voulez, bien sûr, l'importance du vote
afro-américains parce que les républicains le savent bien. Si vous pouvez diminuer l'importance de ces districts, les républicains ont beaucoup plus de chances de gagner les élections. D'un autre côté, les démocrates font la même chose également dans les États qu'ils contrôlent. Ils veulent véritablement consolider en fait les districts d'une manière ethnique afin de préserver leur avantage électoral avec les minorités américaines. Donc c'est un jeu qui se joue chez les démocrates et chez les républicains. Le problème pour les démocrates, c'est qu'il y a une majorité d'États aux États-Unis, pas nécessairement les États les plus peuplés, mais une majorité d'États aux États-Unis contrôlés par les républicains au niveau du gouverneur et au niveau des assemblées locales. Ça reste au niveau des États, comme vous savez, il y a certaine autonomie. Ça ne va pas au niveau fédéral jusqu'à la Cour suprême pour prendre des décisions. Oui, c'est exactement ça. Il y a eu, vous savez, le vote qui a eu il y a 2 jours sur le filibuster et sur les réformes électorales. On voulait d'une certaine manière nationaliser, les démocrates nationaliser le système électoral américain. Et les républicains ne voulaient pas de ça, bien sûr. Donc, ce vote n'a pas marché parce que, afin de changer ça, il fallait avoir 60 voix et on ne peut pas avoir 60 voix sans éliminer le filibuster. Et il y a 2 démocrates qui sont soi-disant des centristes. C'est M. Joe Manchin de l'État de la Virginie de l'Ouest et Mme Kristen Sinema de l'Arizona qui votent d'habitude avec les républicains. Donc, les démocrates, malgré leur décision d'aller et de faire voter, n'ont pas pu réussir à faire passer cette loi électorale qui aurait peut-être diminué l'emprise des États sur le redistricting. Pour le moment, il faut faire appel à l'appareil judiciaire des États-Unis afin de voir si le redistricting est tellement pervers, si vous voulez. Autrement, ce redistricting reste dans les mains des assemblées locales et du gouverneur. Et nous avons des débats très sérieux en Floride, en Géorgie, et ce sont des États très importants pour la population afro-américaine et pour les démocrates et bien sûr pour les républicains. Est-ce que la communauté haïtiano-américaine ne devrait pas s'intéresser beaucoup plus à ce genre de sujet, comprendre ces mécanismes, comprendre comment fonctionne la politique américaine pour qu'elle puisse s'intégrer et influencer les décisions du côté de Washington? Bon, je crois qu'il y a eu quand même quelques progrès parce que nous avons des haïtiano-américains qui ont été élus. C'est bien sûr très difficile d'avoir un lobby haïtien parce que la population haïtienne aux États-Unis, elle est à New York et en Floride, et peut-être maintenant ça devient un peu plus important en Géorgie, surtout à Atlanta. Mais avoir un groupe unifié, c'est très compliqué. C'est pas facile. Et d'habitude, ce que les haïtiano-américains font, ce sont des alliances avec les gens du Black Caucus, c'est-à-dire les congressmen et congresswomen d'origine afro-américaine qui sont au Congrès. Mais il y a tellement de divisions chez les Haïtiens, il y a beaucoup de petites organisations. D'une certaine manière, les divisions qu'on voit aux États-Unis sont des divisions qu'on voit également en Haïti. On peut sortir d'Haïti, mais on est toujours haïtien. Tout à fait. Tellement divisé. Donc, c'est très difficile et il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens financiers afin d'avoir ce pouvoir d'influence. Et les communautés haïtiennes sont, jusqu'à présent, ce ne sont pas des communautés véritablement très riches. Donc, ça diminue la capacité des Haïtiens d'avoir cette influence qui pourrait plus ou moins changer les données de la politique extérieure des États-Unis et bien sûr la politique intérieure des États-Unis. Pour gagner une élection aux États-Unis, il faut littéralement avoir des millions de dollars. Et afin d'influencer la politique, il faut avoir des poches
vraiment garni avec des dollars. On ne peut pas devenir un sénateur maintenant aux États-Unis sans avoir au moins 50 millions de dollars dans la campagne électorale. Donc, en ce sens, la communauté haïtienne, vivant particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis, devrait voir cette grande machine complexe qu'est la politique américaine. Et peut-être pouvez nous conseiller sur les PAC, les caucus, tout ça. Donc, il faudrait qu'il y ait une organisation beaucoup plus complexe que ce qu'on fait en Haïti pour réussir et influencer les décisions, et non seulement au niveau des États, mais également du côté de Washington. Oui, je crois que ça, c'est clair. Et il faudrait avoir une organisation plus ou moins, même s'il y a bien sûr des différences, mais où on parle d'une voix. Les lobbies les plus importants, c'est bien sûr les lobbies qui ont beaucoup d'argent et les lobbies ethniques, surtout du côté de la population juive américaine. Ce sont les exemples à suivre, mais les lobbies juifs ont énormément de pouvoir financier et nous ne l'avons pas. Et il y a bien sûr la connexion avec Israël qui change les données parce que la connexion avec Israël est très importante dans la politique intérieure américaine et bien sûr dans la politique extérieure des États-Unis parce que comme on le sait, Israël reçoit la plus grande majorité de l'aide étrangère des États-Unis. Voilà un champ important à explorer par les Haïtiens vivant du côté des États-Unis. Il a parlé du modèle juif, bien sûr, avec beaucoup d'argent, mais comment s'organiser pour influencer non seulement au niveau local, au niveau du state, mais également au niveau fédéral. On va prendre la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le grand rendez-vous économique et financier du début d'année. Nous sommes en 2022. Nous avons invité cette année les relations haïtiano-américaines, extrêmement importantes. C'était très visible du côté des États-Unis. On a discuté durant les deux premières parties de l'émission avec Robert Faton, qui se retrouve du côté des États-Unis. Robert, je sais que tu n'es pas un spécialiste en politique, mais l'économie et la politique, et ça fait bon ménage. Et on en a profité considérablement des politiques et de support au ménage et du côté des États-Unis, avec depuis Trump, ensuite le 1,9 trillion de dollars, 1000 milliards de dollars américains, qui a été mis en place. Et cette année, c'est la première fois qu'on reçoit 4 milliards de dollars américains de transfert de devises sans contrepartie. De l'autre côté de la frontière, les Dominicains en ont eu près de 10 milliards de dollars américains. On sait que les transferts, ça fait une grosse différence. Donc, c'est la bonne partie, on pourrait annoncer, mais ça a des coûts en quelque sorte, puisque maintenant on parle de Bidenflation, puisque le taux d'inflation a franchi en octobre dernier le niveau de 7% la première fois en 40 ans. Et on va en ressentir, puisque nous importons considérablement des États-Unis. Il y a le concept d'inflation importée. On n'a pas que la partie bénéfice qui est intéressante, mais il y a des coûts en quelque sorte. Essayons de voir comment ça évolue aux États-Unis, puisque on sait que les Américains, ils votent avec leur poche. Et les républicains en profitent considérablement maintenant pour critiquer Biden pour cette politique agressive de la demande. Et même dans le camp démocrate, que ce soit Larry Summers, avait prédit des choses un peu négatives. Donc, tout se retrouve dans une situation pas trop intéressante pour Joe Biden, pensant faire une bonne chose. Et voilà les coûts qui sont assez élevés pour le moment. Oui, ça a des conséquences politiques énormes parce qu'on peut voir que la popularité de M. Biden a baissé et je pense que l'inflation est une des choses les plus importantes. Si vous allez au supermarché aux États-Unis, tout coûte plus cher. Le prix de la gasoline qui est très importante pour les Américains puisque c'est la voiture qui compte. Il y a un an, le prix du gallon aux États-Unis était de 2,25 $. Maintenant, c'est plus de 3 $. Donc, il y a un coût politique parce que l'inflation augmente. D'un autre côté, le chômage a baissé. Le problème avec le chômage, c'est que les gens, si vous voyez la croissance économique américaine et la croissance du pouvoir d'achat, elle ne tient pas le coup avec l'inflation. Ça, c'est le grand problème. D'un autre côté également, même s'il y a eu une augmentation des salaires, c'est une augmentation qui est très inégale.
Donc, par conséquent, les Américains voient l'inflation comme quelque chose qui est en train de véritablement manger, si vous voulez, leur pouvoir d'achat. Et quand ça arrive, bien sûr, ça a un coût politique. Et on voit également que la Banque fédérale des États-Unis va probablement augmenter le taux d'intérêt, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les gens qui veulent acheter des maisons, pour les gens qui veulent acheter des voitures. Donc, il y a un conflit, si vous voulez, entre la croissance économique et l'égalité d'un salaire, d'une certaine mesure, avec l'inflation. Et cela va poser un grand problème pour M. Biden, dans la mesure où il doit négocier l'inflation et en même temps le chômage et la croissance économique, mais être sûr que les Américains verront leur pouvoir d'achat qu'il ne diminue pas d'une manière conséquente. Donc c'est véritablement, comme on dit, un catch-22, et c'est difficile à voir comment il va négocier cela à l'heure actuelle, d'autant plus que les républicains ne vont pas l'aider, parce que les républicains ont tout intérêt à attaquer M. Biden pour les problèmes financiers qui existent à l'heure actuelle aux États-Unis. Nous restons dans l'aspect économique. On se rappelle très bien, pardon, que M. Monchen, vous avez cité, Mme Sinema, en général, tend à donner un avantage aux républicains en dépit de la majorité très fine, je pourrais dire, du côté du Congrès américain. Le plan d'infrastructure s'est passé, mais est-ce que le plan dont M. Biden en a vraiment besoin sur l'aspect social, l'affaire du child credit, le crédit aux enfants, est-ce que ça ne va pas vraiment tout ce qui pourrait permettre aux Américains de donner le support à Biden, est-ce que ça pourrait vraiment jouer au cours des prochaines élections? Oui, c'est certain, parce que les gens comme Sinema et Machen et la grande majorité des républicains, en fait tous les républicains, ils ont peur d'un déficit qui serait de plus en plus énorme et qu'on ne pourrait plus contrôler. Donc, ils vont utiliser le déficit, la peur du déficit, afin de diminuer les dépenses sociales. Donc, les dépenses sociales, bien sûr, seraient un bénéfice pour les gens qui supportent Biden, mais les républicains et les deux centristes démocrates ne vont pas être ne vont pas aider M. Biden. Ils ne veulent pas une croissance, une augmentation du déficit, et par conséquent, on voit mal comment les grands projets de M. Biden vont passer au Sénat ou au Congrès. Je crois que la plupart de ces grands projets, ce sont des projets qui vont finalement être simplement des projets qui ne deviendront jamais la loi à l'heure actuelle aux États-Unis, vu l'échiquier politique américain au moment, et vu la balance du pouvoir au Sénat et au Congrès. Et après novembre de 2022, je crois que nous aurons une majorité républicaine, et par conséquent, tous ces projets n'iront pas... ils ne tiendront pas. Donc, M. Biden véritablement fait face à une crise de son pouvoir. Vous avez bien expliqué l'aspect budgétaire, mais Jerome Powell, qui a été choisi par Trump, retenu par Biden, bon, pour des raisons peut-être politiques, parle déjà d'une augmentation des taux d'intérêt. Et lorsqu'on parle de taux d'intérêt aux États-Unis, ça veut dire c'est la carte de crédit, ça veut dire c'est le logement, le housing, et ça peut dérailler l'économie américaine. Donc c'est une situation assez difficile. Janet Yellen, qui connaît bien et le monétaire et le fiscal. Donc les prochains mois, comment vous verrez tout ça? Et si l'inflation continue à augmenter, et si on devrait augmenter les taux d'intérêt pour diminuer, pour contrôler l'inflation, ça peut être même parler de récession là. C'est possible. Donc, il y a une certaine incertitude à propos du niveau de l'augmentation des intérêts, des taux d'intérêt, mais c'est clair, je pense, et Wall Street a appris cela, et que les taux d'intérêt vont augmenter. Les dernières déclarations des banquiers de la Banque centrale, c'est que les taux d'intérêt vont augmenter. Et je ne crois pas que cela va changer. Mais bien sûr, comme tu le dis,
si on augmente les taux d'intérêt, il y a possibilité de freiner l'économie. Et si vous freinez l'économie, vous avez bien sûr une augmentation du chômage et la possibilité que les Américains deviennent de plus en plus mécontents avec leur crédit card, puisqu'ils paieront plus. Les gens qui veulent acheter des voitures, ils paieront plus et tout ça. Donc, ça a un coût politique énorme. Il faut balancer tout cela. Et c'est pas clair que cette balance, si vous voulez, va profiter à M. Biden. Et bien sûr, la Banque centrale ne continue plus maintenant à augmenter le taux, la masse des dollars qu'ils avaient déversé sur le marché américain pendant les 2 dernières années. Cette masse monétaire qui était déversée dans l'économie américaine a permis, si vous voulez, que l'économie américaine puisse se maintenir et puisse avoir une certaine croissance dans les années difficiles de Covid. Donc maintenant, ce qui va arriver, c'est que nous allons voir, bien sûr, une baisse de la masse monétaire déboursée par la Banque fédérale, et cela va avoir des conséquences non seulement pour les Américains, mais bien sûr pour les grandes compagnies financières, les banques, et pour la santé économique des États-Unis. Donc, comme tu le disais, il y a peut-être une tension entre maintenir un taux d'inflation qui soit tolérable et, d'un autre côté, la croissance continue de l'économie américaine et le pouvoir d'achat des Américains. Et ça, c'est très politique, ce pouvoir d'achat, puisqu'avec des taux d'intérêt qui augmentent, bien sûr, avec les taux d'intérêt qui augmentent, le pouvoir d'achat des Américains va diminuer. Gérer la politique aux États-Unis, être président, c'est pas quelque chose de facile à faire, parce que c'est pas seulement Trump qui est un mal de tête pour Biden. À l'intérieur même du Parti démocrate, on en parlait, l'extrême gauche, et il y a également la partie centriste également, le centre droit, on parlait de Manchin. Donc, Biden n'a pas 40 ans, il n'a pas 50 ans, donc avoir à gérer tous ces problèmes, comment va-t-il pouvoir faire face à une déferlante républicaine en cas d'une défaite en novembre prochain? Ça, c'est très compliqué, parce que le Parti démocrate avait joué tous ses atouts, si vous voulez, avec Biden et Mme Kamala Harris. Et il y a beaucoup de doutes maintenant à propos de la santé, à propos de la compétence même de M. Biden et de celle de Mme Kamala Harris. Donc, il commence à avoir des doutes sur la capacité du président et de la vice-présidente de mener, si vous voulez, la politique américaine et la politique du Parti démocrate vers une victoire en 2024. On parle même déjà dans les éditoriaux du New York Times de changer en fait ces deux leaders du Parti démocrate avec Madame Clinton. Donc, il y a clairement et nettement un mécontentement à l'intérieur même du Parti démocrate. Et il y a eu, il y a 2 ou 3 jours, un éditorial de M. Thomas Friedman dans le New York Times. C'est un éditorialiste qui a beaucoup d'influence vis-à-vis des démocrates, qui parlait justement de cela, de ressusciter, si vous voulez, Madame Clinton. Personnellement, je pense que ce serait aller vers une autre défaite, mais cela indique, d'un autre côté, que les démocrates ne se sentent pas à l'aise maintenant avec M. Biden et Mme Kamala Harris. Il y a une certaine crise. Il y avait un sondage il y a quelques jours qui disait que 50% de la population américaine doutait de la capacité de M. Biden à être un président effectif. Et il doutait également de sa santé et de son bien-être médical, si vous voulez. M. Biden n'est pas très jeune et mener la politique américaine
il faut beaucoup d'énergie. Beaucoup de personnes pensent que M. Biden peut-être n'a plus cette énergie et qu'il faudrait peut-être penser à certaines alternatives. On verra bien. Pour le moment, M. Biden, comme il l'a dit dans sa conférence de presse, il a l'intention de se représenter et il a l'intention de se représenter avec Kamala Harris comme vice-présidente. Mais 2 ans dans la politique américaine, c'est très, très long et beaucoup de choses peuvent changer. En fait, un point très important, parce que Biden aura plus de 80 années en 2024. Et tu connais aussi bien que moi toutes les tensions qu'il y a eu entre les deux équipes de Kamala Harris et de Biden. D'ailleurs, Kamala Harris disait qu'elle n'a pas de pouvoir, qu'on lui donne des petits dossiers, des dossiers difficiles comme l'immigration. Donc, ça éclate également au sein du Parti démocrate. Mais je n'ai pas cette information concernant Tom Friedman, qui est très puissant, en quelque sorte, comme éditorialiste, annonçant le retour d'un Clinton encore aux États-Unis. Oui, mais je crois que ça, c'est véritablement quelque chose qui ne va pas arriver. Je vois très mal Madame Clinton se représenter, et non seulement se représenter, mais gagner même les primaires des démocrates. Elle n'est pas très jeune également. Donc, c'est une crise au niveau du parti démocrate, parce que si on veut avoir des anciens comme Biden et comme Madame Clinton, ça veut dire qu'il y a une crise au point de vue de changement de génération. Il y a d'autres personnes dont on parle, comme monsieur... qui sont plus jeunes, mais qui n'ont pas l'expérience. Donc, je vois mal cette idée de monsieur Friedman que Madame Clinton va retourner dans la politique américaine et essayer d'être élue comme présidente. Ça, je le vois très mal. Elle n'est pas populaire du tout. Elle n'a aucune assise maintenant avec même le monde ethnique. Je pense que c'est quelqu'un, le temps a passé et je la vois mal retourner sur l'échiquier politique américain. Terminons avec la politique étrangère. Bon, M. Blinken, et après une année, est-ce qu'on peut évaluer les résultats? Et tu m'as dit que tu n'as pas vu la politique étrangère envers Haïti. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à l'Europe? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à la Chine, par rapport à la Russie? Quelle note qu'on pourrait donner à Blinken, qui est responsable de la politique étrangère, et même par rapport à l'Afrique? Et quel message, après Donald Trump, est divisé, je pourrais dire, les États-Unis par rapport aux États-Unis? Est-ce que ce que Biden annonçait, qu'il allait avoir une autre image des États-Unis, Build Back Better, également la fameuse conférence du mois de décembre qui n'a pas apporté les résultats escomptés, à savoir l'aspect démocratie, pas simplement à travers le monde, mais également aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la politique étrangère des États-Unis? Bon, pour le moment, je crois que si je devrais donner des notes de 1 à 10, je donnerais un 4. Monsieur Blinken semble manquer d'une perspective globale et d'une certaine autorité politique. On le voit avec les négociations avec la Chine, on le voit avec les négociations avec l'Europe, avec la Russie sur l'Ukraine. C'est une politique qui n'est pas claire. Et M. Biden n'aide pas également parce qu'il dit des choses qui sont parfois en contradiction avec la politique même des États-Unis. Comme je le disais pendant sa conférence de presse, il a parlé d'une petite incursion des Russes en Ukraine et il a dit bon, ça, ce ne serait pas très grave. Et bien sûr, pendant les derniers mois, M. Blinken s'est efforcé de dire que s'il y a une incursion soviétique, russe, je veux dire, en Ukraine, eh bien, les Américains vont réagir d'une manière très forte. Et M. Biden dit non. Et en plus, il dit, bon, même s'il y a une incursion, les pays de l'OTAN sont divisés. Ce qui est une vérité. Mais d'un autre côté, quand un président dit cela publiquement, ça joue très mal. Et quand il dit également qu'une petite incursion, ce ne serait pas très grave, ses alliés en Ukraine sont véritablement déboussolés parce que cela serait peut-être une invitation à une intervention russe. Donc, c'est pas clair. La politique vis-à-vis de la Chine n'est pas claire également. On parle de beaucoup de choses avec
Taïwan, mais véritablement, si la Chine devrait prendre, si vous voulez, Taïwan, je vois très mal les États-Unis aller défendre Taïwan. Je vois très mal également la politique économique vis-à-vis de la Chine changeant, parce que les Chinois sont très importants à Wall Street et très importants, bien sûr, pour les importations américaines et pour les biens de consommation à bon marché. Donc, c'est pas clair. Et c'est pas clair également avec l'Europe. L'Europe est divisée, mais si on voit par exemple les négociations avec le gazoduc russe, le Nord Stream qui passe par l'Allemagne, on pensait que M. Biden aurait opposé cela et finalement il n'a pas opposé et cela donne des atouts importants aux Russes parce que l'on sait que l'Allemagne est très dépendante de ce gazoduc et que par conséquent la Russie a un atout important vis-à-vis des pays d'Europe, que ce soit l'Allemagne mais également avec la France. Donc, il y a un flou dans cette politique. Je crois que M. Blinken manque de vision stratégique, ou du moins s'il a une vision stratégique, il n'a pas pu l'imposer jusqu'à présent. On ne sait pas exactement où les États-Unis vont avec la Chine. On parle même plus maintenant de la Corée du Nord. Avec l'Iran, tout est plus ou moins paralysé. Donc, il y a un certain désordre au niveau du département d'État, et on l'a vu bien sûr avec Haïti, mais je crois que c'est une indication d'un malaise plus général à propos de la politique étrangère des États-Unis. Très bien. Comme perspective pour Haïti, on a vu récemment le sommet de Louisiane avec un général honoré. Et est-ce qu'il y a une sous-traitance qu'on pourrait déceler? Les Américains disent aux Canadiens, OK, comme vous l'avez dit en début d'émission, OK, prenez l'affaire pour moi, on prendra la décision finale. Donc, qu'est-ce qu'on devrait attendre en 2022? Haïti et les États-Unis. Bon, je pense que ce qui va arriver en Haïti même, c'est-à-dire après le 7 février, sera très important dans la mesure où je ne vois pas les États-Unis décider clairement ce qui va arriver dans le pays. Je ne les vois pas s'engager dans une intervention musclée en Haïti. Mais de notre côté, si la crise haïtienne persiste et devient encore plus grave, c'est très possible que les États-Unis soient forcés, vu leur position stratégique, de penser à une intervention, mais une intervention qui serait plus ou moins une intervention multilatérale, mais pas une intervention directe des États-Unis. Je vois très mal M. Biden agir directement en Haïti. Je vois très mal les démocrates supporter ça ou les républicains. Donc, ce sera plus ou moins, comme on dirait, le management de la crise, mais pas une solution qui viendrait clairement et nettement de Washington. Mais de notre côté, on le sait, les États-Unis, c'est la superpuissance, surtout vis-à-vis d'Haïti. Donc, ce qui arrivera dans la politique intérieure et extérieure des États-Unis aura des conséquences très importante pour le pays, et la décision finale, s'il y a une intervention ou pas, ça viendra bien sûr de Washington. Donc, je ne vois pas un grand changement, à moins que la crise en Haïti non seulement persiste, mais devient encore plus sérieuse, et à ce moment-là, les choix seront bien plus difficiles, et il faudra peut-être penser que les Américains pourraient changer de données. Mais pour le moment, je ne vois pas ça. Les indications sont qu'ils veulent maintenir Haïti hors des premières pages des grands journaux américains, et qu'ils ne veulent pas entendre, surtout M. Biden, d'une crise qui pourra avoir des conséquences politique intérieure pour lui-même, surtout vis-à-vis de la population afro-américaine. Donc, l'échiquier je crois, va se maintenir de la même manière, à moins que la crise, comme je le dis, en Haïti, devienne plus aiguë et qu'il y a encore plus de violence, ce qui serait véritablement très, très pénible pour le pays.
Ce que je vois, c'est un support pour la police et un support pour un gouvernement qui serait peut-être plus légitime dans la mesure où il y aura une coalition de différentes forces politiques et de forces civiques. Mais à part cela, je ne vois pas un grand changement dans cette politique. Et pour l'immigration, c'est la même chose. Je ne vois pas un chambardement de la politique actuelle qui n'est pas tellement différent que la politique qu'on avait vue sous M. Trump. La seule chose, c'est que le discours est plus sympathique, le discours est plus, comme on pourrait le dire, wokiste, comme on le dit aux États-Unis, mais ce n'est pas un changement profond dans la politique américaine, un changement profond dans cette politique. Une victoire des républicains au midterm, est-ce que ça va changer la politique américaine par rapport à Haïti? J'ai mal entendu cela. Une victoire des républicains, oui, ça au midterm. Enfin, c'est difficile à dire parce que je crois qu'il y a une certaine continuité dans la politique américaine. Mais clairement et nettement, si les républicains deviennent... Mais il faut un changement au point de vue politique étrangère, c'est un changement qui devrait être, qui viendrait du président. Je ne crois pas qu'il y aura un grand changement, parce que la politique étrangère des États-Unis est surtout une politique qui est dominée par le président. Et M. Biden sera là jusqu'à 2024. Donc je ne vois pas que même si les républicains gagnent les élections, qu'ils vont changer la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. C'est le président, finalement, c'est surtout un pouvoir présidentiel, pas un pouvoir législatif. Donc, on aura toujours Biden jusqu'à 2024. La politique américaine pourrait être plus restreinte, si vous voulez, s'il y a une majorité républicaine, mais je crois qu'il y aura plus de continuité que de rupture. Parlant de Blinken, on peut dire que depuis quelque temps déjà, on n'a pas vu une grande personnalité au niveau du State Department, et que ce soit républicain, que ce soit démocrate. Y a-t-il une sécheresse au niveau des think tanks, au niveau de Washington? Enfin, c'est une nouvelle génération, donc il faut attendre. Les grands stratèges comme les Kissinger, ils ont plus ou moins disparu, les Brzezinski. Nous avons des gens qui n'ont pas cette stature, si vous voulez. Et bien sûr, il y a un changement dans la politique internationale. Nous avons, si vous voulez, la Chine qui devient de plus en plus puissante, et nous avons un certain déclin des États-Unis. C'est un monde qui devient multipolaire. Donc, ce n'est pas la même chose que nous avions dans les années 70, 80 ou même 90. Avec la Chine, la Russie, ce qui arrive en Europe et même en Amérique latine, nous avons des changements assez importants dans les données et la politique américaine est bien plus compliquée maintenant que quand nous avions un monde divisé entre la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut négocier l'Europe, il faut négocier la Chine, il faut négocier la Russie, il faut négocier bien sûr l'Amérique latine. Donc, le pouvoir américain n'est plus le même. Et c'est difficile d'admettre ça. Le pouvoir économique américain et le dollar sont toujours très, très, très importants, mais il y a un déclin dans la puissance américaine et il y a l'émergence de la Chine au point de vue économique et au point de vue militaire. Et les Américains doivent négocier l'Asie, l'Europe. C'est beaucoup plus compliqué que de voir le monde avec deux côtés. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas un grand stratège qui soit disponible chez les Américains et qui puisse élaborer une nouvelle vision américaine. Comme on peut se rappeler, la politique américaine est jusqu'à présent plus ou moins dominée par les vues qui avaient été élaborées dans
à la fin de la Deuxième Guerre par M. George Kennan et ensuite élaboré avec plus de précision avec les Kissinger et les Brzezinski. Mais maintenant, il y a un nouveau monde, mais il n'y a pas encore une nouvelle stratégie. Il n'y a pas un nouveau Kennan ou un nouveau Kissinger qui puisse mettre de l'ordre dans ce désordre international. Et mais ça, c'est probablement causé par le déclin relatif de la puissance américaine. Merci beaucoup, Robert Fatton, d'abord d'avoir permis de réaliser cette première édition des grands rendez-vous économiques Washington et Port-au-Prince, et surtout de l'éclairage que vous avez apporté, que ce soit aux Haïtiens de la diaspora au niveau local, pour comprendre que Haïti est un tout petit joueur qui ne gâte pas le sommeil, qui ne gêne pas le sommeil d'un président américain qui a tellement de pions sur la table à gérer. Merci. Bonne année. Merci encore, et c'était un grand plaisir. Et bonjour à tous les amis de Radio Métropole. Merci. Et Télémétropole. Voilà, chers amis, il nous reste une dernière émission qui sera dimanche prochain sur Haïti, Port-au-Prince et la République dominicaine, Port-au-Prince et Santo Domingo. Ciao, à la semaine prochaine.